Bonjour. Ce MOOC porte sur un rappel en probabilité et statistique. Alors tout d'abord, à quoi servent les probabilités et statistiques? Eh bien, ça permet d'analyser des situations à partir des données de retour d'expérience et donc considérer les faits sans faire appel à des jugements d'experts. Ensuite, ça permet de prendre des décisions proportionnées aux enjeux. Donc ça s'oppose de manière à l'approche déterministe. Par exemple, dans la gestion du Covid-19, les masques chirurgicaux devaient être impérativement jetés au bout de 4 heures d'utilisation, selon le principe de précaution, mais une évaluation plus fine du risque aurait permis de conserver un objet essentiel à notre protection collective, car il filtre encore 95% des particules de moins de 3 microns après plusieurs lavages, contre 90% pour les masques en tissu grand public. Alors, quelques définitions. Tout d'abord, le dénombrement. Le dénombrement, c'est la manière de compter des éléments dans un ensemble. Donc d'abord, le nombre de permutations, le nombre de manières de permuter des éléments, par exemple les 3 premières lettres de l'alphabet. Pour les 3 premières lettres de l'alphabet, vous avez ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Donc il y a 6 manières différentes de les ordonner. Ensuite, on définit ce qu'on appelle le nombre d'arrangements. C'est le nombre petit p, c'est le nombre de possibilités de choisir p éléments parmi n en tenant compte de l'ordre. Donc dans le cas précédent, si on choisit 2 éléments parmi les 3 premières lettres de l'alphabet, eh ben, ce nombre est égal à 6. Enfin, le nombre de combinaisons, c'est toujours le nombre de manières de prendre p éléments parmi n, mais cette fois-ci sans tenir compte de l'ordre. Ce nombre de combinaisons dans cet exemple est 3, puisque si vous prenez par exemple le couple AB, ben AB et BA, c'est le même. Et ça peut se calculer directement sous Excel par la fonction combine. Alors la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc si on considère un dé, la probabilité de tirer une face d'un jeu de dés, c'est 1/6, puisque les cas possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Du moins si le dé n'est pas pipé. Si on prend un jeu de cartes, la probabilité de tirer 2 dames parmi 32, ça se calcule de la manière suivante. Combinaison de 2 parmi 4, donc le nombre de manières de choisir 2 dames parmi les 4 du jeu, divisé par la combinaison de 2 parmi 32, c'est-à-dire le nombre de manières de choisir 2 cartes parmi les 32 cartes. Alors ensuite, on peut définir des opérateurs logiques. Donc on va considérer 2 événements, A et B, et puis l'espace des possibles, oméga. Et donc on va d'abord définir ce qu'on appelle la négation, probabilité que l'on n'ait pas A, probabilité de non A. La probabilité de non A, c'est 1 moins P de A. Ensuite, l'union, donc l'intersection P de A union B, donc A, pour qu'il y ait la probabilité d'avoir A ou B, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. En effet, quand on fait la somme P de A plus P de B, vous voyez qu'on compte 2 fois l'intersection P de A inter B. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Poincaré. Ensuite, l'intersection. Donc, si on s'intéresse à l'intersection P de A et B, P de A et B, P de A inter B, c'est P de A sachant B multiplié par P de B avec P de B différent de 0. Alors, P de A sachant B, c'est ce qu'on appelle la probabilité conditionnelle. C'est donc la probabilité d'avoir A, sachant, par ailleurs, on a B. Alors, si on a des événements indépendants, supposons que A et B soient indépendants, dans ce cas-là, on peut écrire que P de A sachant B, c'est égal à P de A, parce que le fait qu'il y ait B ou pas, ça ne change rien à P de A, puisqu'ils sont indépendants. Et dans ce cas-là, on peut écrire que l'intersection P de A inter B, c'est égal à P de A multiplié par P de B. Et donc cette égalité n'est valable, bien sûr, que si et seulement si A et B sont indépendants. Un exemple, vous prenez par exemple quelle est la probabilité de tirer une dame noire dans un jeu de 32 cartes. Le fait de tirer une dame ou de tirer une carte noire, ce sont des événements indépendants, et donc on peut écrire que c'est la probabilité de tirer une dame, la probabilité de tirer une noire. Et donc quand on fait le calcul, on voit qu'effectivement il y a égalité. 2 parmi 32, c'est bien égal à 1/8 multiplié par 1/2. En revanche, vous retirez l'as de pique du jeu, dans ce cas-là, il y a plus, les événements ne sont plus indépendants, et donc on n'a plus égalité.
Alors maintenant, on va considérer les différentes conditions disjoints, donc C1, C2, CI, Cn. Hein. Donc l'intersection entre deux conditions est nulle, et puis la somme des conditions, hein, c'est l'ensemble oméga. Hein. Donc la somme des P de C et de I égale 1. Alors si on cherche à calculer la probabilité d'avoir A, eh ben, on peut faire la somme des différents éléments, hein, c'est-à-dire P de A sachant C1, plus P de A multiplié par C1, plus P de A sachant CI, multiplié par probabilité de CI, etc., etc. Et donc, en finale, on peut écrire que P de A, c'est la somme des P de A sachant CI multiplié par P de CI. Alors, un petit exemple. J'ai 3 lots de pièces, hein, avec chacun un taux de pièces défectueuses, hein, et j'ai un composant qui vient d'un de ces lots. Je ne sais pas de quel lot il vient. Je peux calculer la probabilité que ce composant soit défectueux par application du théorème des probabilités totales. Hein, cette probabilité est égale donc à 2, dans notre exemple, 2% multiplié par la probabilité d'être dans le lot 1, hein, 2000 pièces parmi 7000, plus 4% d'être de venir du lot 2, plus 1% de provenir du lot 3. Et donc là, j'obtiens 1,71%. Alors là, je considère les mêmes conditions, hein, disjointes, voilà. Et donc, si je calcule la probabilité de l'intersection A et d'une condition CI, donc P de A inter CI, c'est égal à P de CI sachant A multiplié par P de A, mais c'est égal aussi à P de A sachant CI multiplié par P de CI. Et donc, je peux en déduire que P de CI sachant A, c'est égal à P de A sachant CI multiplié par P de CI divisé par P de A. Donc, je peux comme ça calculer la probabilité d'avoir une condition sachant que j'ai l'événement A. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Bayes. Hein, et je peux, dans cette expression, également remplacer P de A par son expression obtenue tout à l'heure par le théorème des probabilités totales. Alors, un petit exemple, hein, on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure. Hein, et cette fois-ci, le problème est un petit peu différent. J'ai un composant dans la main, je constate qu'il est défectueux. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est d'où vient ce composant. Et donc je peux calculer la probabilité qu'il vienne des lots 1, sachant qu'il est défectueux, du lot 2 sachant qu'il est défectueux, ou du lot 3, sachant qu'il est défectueux. Donc je fais le calcul. Dans ce cas très particulier, bon, comme avec les valeurs que j'ai prises, j'obtiens, c'est équiprobable, hein, donc on obtient un tiers la probabilité que le composant vienne du lot 1, du lot 2 ou du lot 3. Alors la variable aléatoire, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire, c'est une variable qui résulte d'un phénomène aléatoire et qui admet une mesure de probabilité. Cette variable, elle peut être discrète, comme dans le cas du dé, hein, donc il y a différentes valeurs possibles, hein, 6 dans notre cas, et pour chacune de ces valeurs, eh ben, il y a des probabilités. Hein, si c'est un dé, normalement c'est un sixième pour chacune, si le dé n'est pas pipé. La variable, elle peut être également discrète. Par exemple, si je considère la taille d'un individu, hein, alors là c'est une variable discrète. Si je cherche à calculer la probabilité qu'un individu fasse 1m80, par exemple, eh ben, elle est nulle. Un individu ne fera jamais exactement 1m80, il fera un peu plus ou un peu moins. Hein. Et donc cette fois-ci, on ne peut pas définir une probabilité, mais on peut définir ce qu'on appelle une densité de probabilité, hein, telle que la probabilité que la variable soit comprise entre x et x plus dx, eh ben, c'est égal à f de x multiplié par dx. F de x, c'est la densité de probabilité, hein, et donc la probabilité d'être entre x et x plus dx, c'est l'air sous la courbe. Je peux ensuite définir ce qu'on appelle la fonction de répartition. La fonction de répartition, c'est la probabilité, hein, que la variable soit inférieure à une valeur x. Hein, en fait, c'est la probabilité que la variable soit inférieure à un seuil. Donc dans le cas d'un cas discret, ben, c'est tout simplement la somme des probabilités, hein, pour arriver jusqu'à la valeur xi. Hein. Et dans le cas d'une variable continue, c'est une intégrale, donc c'est l'intégrale de f de x dx, hein, de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc c'est une fonction, alors en général c'est grand f de x, hein, le laser, et donc c'est une fonction donc grand f de x, en général on appelle ça grand f de x, et donc c'est une fonction qui va de 0 à 1. Alors un cas particulier, si on considère la variable aléatoire correspondant à la durée de fonctionnement avant défaillance d'un équipement. Donc
voilà sa fonction de répartition, hein, donc ça commencera à 0, hein, et puis au bout d'un certain temps, on est à peu près sûr que l'équipement soit tombé en panne. Alors on peut définir également ce qu'on appelle la fiabilité aux fonctions de survie. Donc la fiabilité, en fait, c'est 1 moins la fonction de répartition. Donc si je considère un instant TI, hein, la fiabilité à TI, c'est la probabilité qu'il fonctionne, que donc la variable aléatoire petit t soit supérieure à TI, et donc qu'il fonctionne encore à TI. On peut également définir le taux de risque instantané. Ce taux, c'est en fait la densité, ça correspond à la densité de probabilité d'occurrence AT d'un événement qui n'est pas encore survenu. Alors ce taux de risque instantané, ça s'appelle aussi le hasard rate. Et donc ça se calcule de la manière suivante, hein, donc h de t, c'est la densité de probabilité petit f de t, divisé par la probabilité que l'événement ne soit pas survenu, 1 moins grand f de t. Ça peut également s'exprimer sous forme d'une dérivée, hein, donc c'est la probabilité que l'événement arrive entre t et t plus dt, sachant qu'il n'était pas arrivé à t, hein, divisé par dt. Ce taux, dans le cas des pannes, on appelle ça le taux de défaillance, lambda t. Hein. Dans le cas des réparations, on appelle ça, on utilise généralement la lettre mu pour mu de t pour le taux de réparation. Alors ensuite, on définit l'espérance mathématique. L'espérance mathématique, c'est l'équivalent en probabilité de la moyenne d'une série statistique, c'est-à-dire ça correspond au résultat moyen d'une expérience aléatoire. Dans le cas d'une variable discrète, l'espérance mathématique, hein, c'est la somme pondérée des probabilités, donc c'est somme des xi p de xi. Plutôt c'est la somme des variables pondérées par les probabilités, plus exactement. Et dans le cas d'une variable continue, c'est l'intégrale de x f de x dx. On peut définir également la variance. La variance, c'est l'espérance de l'écart entre x et e de x, élevé au carré pour s'affranchir des signes. On peut également définir l'écart type, hein, qui est la racine carrée de cette variance. Et cet écart type donc, caractérise la distance de la variable par rapport à l'espérance. En moyenne, hein, donc c'est une... voilà. Alors on définit également la variable centrée réduite. La variable centrée réduite, ça consiste à faire un changement de variable, en fait, donc x moins e de x sur l'écart type, hein, afin d'avoir une distribution telle que l'espérance est nulle et l'écart type égale à 1. Alors ensuite, le quantile. Le quantile, c'est la valeur qui divise un jeu de données en intervalles contenant le même nombre de données. Par exemple, la médiane permet de couper un jeu de données en deux. Hein, donc si c'est un nombre impair, par exemple, ça sera la valeur du milieu. Hein. On peut également trouver, alors ce qu'on appelle le Q50. Alors on peut également définir le quartile, hein, les quartiles Q25, Q50 et Q75, les déciles Q10 jusqu'à 90, etc., etc. Alors plus généralement, le quantile, en fait, c'est la fonction réciproque de la fonction de répartition. Hein. Donc, si ici vous voyez par exemple un exemple, hein, donc là c'est la fonction de répartition correspondant par exemple à la température atteinte en cas d'incident. Hein. Et bien si vous voulez savoir quelle est la température qui pourrait être atteinte dans 5% des pires cas, hein, et bien ce sera le Q95%. C'est-à-dire que dans 95% des cas, cette température Q95 ne sera pas atteinte. Alors on définit également les moments, donc c'est l'espérance de la variable x à la puissance k. Alors cette variable x, c'est soit la variable x, soit la variable centrée réduite. Hein, donc l'espérance, c'est... Non, pardon, pour le moment, c'est x puissance k. Alors on peut définir donc l'espérance, c'est le moment d'ordre 1. La variance, c'est le moment d'ordre 2, mais pour la variable centrée réduite. Le coefficient d'asymétrie, c'est le moment d'ordre 3 pour la variable centrée réduite. Et le kurtosis, ou coefficient d'aplatissement, eh ben, c'est le moment d'ordre 4 pour la variable centrée réduite. Donc vous voyez que c'est différent, que pour une distribution donnée, hein, ces différents paramètres en fait, caractérisent notre dispersion. Hein. Vous avez donc la moyenne, l'écart type, la variance, la médiane, le kurtosis, la symétrie, dans le cas de cette dispersion. Hein. Et vous voyez que
toute la richesse en fait d'une distribution de ce genre. Hein. Ça vous permet donc de savoir, par exemple, bon, outre la valeur moyenne écartée, mais vous pouvez calculer avec la fonction de... Vous pouvez calculer également la probabilité, par exemple, de dépassement d'un seuil hein, directement par la fonction de répartition. Alors, les variables peuvent être également dépendantes, on a vu tout à l'heure, hein, et donc la corrélation, ça définit l'intensité de la liaison entre deux variables aléatoires. Et donc pour cela, on peut définir la covariance, hein, c'est l'espérance de x moins 2, du produit entre x moins e de x et y moins e de y. Hein. Cette covariance, elle est nulle si les variables sont indépendantes, sachant que la réciproque, elle est fausse. Alors on définit également le coefficient de corrélation linéaire, hein, donc on divise en fait cette covariance par l'écart type selon x et l'écart type suivant y, hein, et sachant que comme ça le coefficient de corrélation linéaire est compris entre moins 1 et 1, et nul bien sûr si les variables sont indépendantes. Alors on définit également des lois de probabilité. Donc la loi de probabilité, à quoi ça sert? Ça sert à décrire un comportement aléatoire, hein, le plus souvent au moyen d'une fonction mathématique paramétrique. Par exemple, hein, ça peut être une loi très simple, comme la loi triangulaire, avec trois paramètres, une valeur min, une valeur max, hein, et puis une valeur probable. Donc ça c'est très utile par exemple pour modéliser hein, un volume de vente, par exemple, hein, escompté. Hein, donc on peut utiliser cette loi de manière très simple pour caractériser donc ce qu'on attend comme volume des ventes dans un problème marketing, par exemple. Alors il peut y avoir tout un tas d'autres lois. Hein. Ces lois peuvent être discrètes, comme la loi binomiale, qui correspond à la probabilité d'avoir qu'un succès après n essais indépendants et en chacune une probabilité P de succès. Hein. Donc dans ce cas-là, vous avez obtenu la probabilité d'avoir K succès, c'est obtenu par cette expression. Hein. Donc P puissance K, probabilité d'avoir K succès, multiplié par 1 moins P, probabilité d'avoir un échec, multiplié par N moins K. Et il faut multiplier tout ça par combinaison de K parmi N, parce que les succès peuvent être placés n'importe quand pendant les N essais. Voilà l'expression d'espérance, de la variance. Alors on définit également la loi de Poisson comme loi discrète. Donc cette fois-ci, c'est la probabilité toujours d'avoir K événements, mais cette fois-ci d'événements indépendants de taux lambda constant pendant un temps T. Hein. Dans ce cas-là, s'exprimer de cette manière-là. Hein. Ça correspond par exemple à la probabilité d'avoir par exemple K appels téléphoniques pendant mon cours. Alors des lois continues, il y a la loi exponentielle. Hein, donc la loi exponentielle, la probabilité est définie comme ça. La fiabilité est égale à e puissance moins lambda x. Hein. Et donc cette loi, elle est notamment utilisée pour modéliser la fiabilité de composants à taux de panne constant. Hein, c'est-à-dire qui restent à l'état neuf jusqu'à la panne. En fait, jusqu'à l'occurrence de la panne, ces composants restent neufs. C'est par exemple des composants électroniques. Donc la loi normale, donc je pense que tout le monde connaît, donc c'est la courbe en cloche, hein, bien connue. La loi normale, c'est la même loi, mais on a fait un champ de variables, hein, on est passé en log. Et donc le gros avantage, c'est qu'il n'y a plus de valeur négative. Hein, donc voilà là quoi ça ressemble. Bon, une loi aussi qui est beaucoup utilisée en fiabilité, c'est la loi de Débule. Donc c'est une loi qui a trois paramètres, hein, et on peut jouer en jouant en particulier avec le paramètre bêta. Hein, on peut avoir l'occurrence d'événements très tôt ou beaucoup plus tard, hein, et donc ça permet de modéliser soit des phénomènes d'usure avec des pannes assez tardives, hein, donc avec le bêta supérieur à 1, soit des pannes de jeunesse avec des bêta inférieurs à 1. Sachant qu'avec le bêta égal à 1, on arrive à la loi exponentielle. Alors là justement, lorsqu'on a choisi une loi, ça consiste à rechercher les paramètres de cette loi qui sont les plus adaptés à des données observées. Donc voilà un exemple, hein, vous avez différentes valeurs ici. Hein, et voilà, on a ajusté ici un modèle, une loi de Débule à deux paramètres, hein, parce que ça part de 0, donc y a pas, le troisième paramètre est nul. Et donc là, vous avez l'ajustement qui est fait. Alors cet ajustement, les paramètres donc, qui ont été trouvés à partir de cet ajustement peuvent être estimés avec un niveau de confiance. Hein. Donc vous voyez qu'ici, à 90% de chance, on a un intervalle de confiance ici dans lequel on a 90% de chance que la variable se trouve, que le paramètre s'y trouve bien. Hein.
Voilà, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Et puis, on peut également faire des tests d'adéquation graphique ou statistique. Donc là, vous avez un test d'adéquation graphique. Donc on voit effectivement la représentation, la fonction de répartition de la loi des bulles avec, par rapport aux données observées. Hein. Et puis, vous pouvez aussi faire des tests statistiques. Ça consiste en fait à définir à calculer des scores. Hein, donc, soit par exemple le test statistique, le Ki2 ou le Kolmogorov-Smirnov, il y a tout un tas de tests statistiques différents. Mais là, on voit le Ki2. Hein, et donc, on calcule des scores et on compare ça avec des scores avec un certain niveau, une certaine probabilité. Donc, le score à 50%, à 5% par exemple qui est donné. Et si le score obtenu est inférieur à ce Q5, par exemple, on va considérer donc que l'ajustement est correct. Voilà. Voilà pour ce premier mock. Hein, donc, pour aller plus loin, donc Caminoisation propose également d'autres mocks. Hein. Donc un mock numéro 2 donc, sur l'estimation, donc qui va définir justement ce qu'on appelle les intervalles de confiance, qui portent sur l'expression des données de retour d'expérience, hein, et sur donc l'ajustement, l'adéquation et les tests statistiques. Le mock numéro 3 qui porte sur la simulation de Monte Carlo. Donc la simulation de Monte Carlo, c'est un outil de base de l'ingénieur qui permet de faire énormément de calculs de probabilité. Hein. Donc, ce mock porte sur la précision des résultats, enfin, outre l'outil, donc la précision des résultats, également des techniques de réduction de variance qui permettent d'obtenir des résultats plus précis, hein, lorsqu'on cherche des cas plus rares, à traiter des cas plus rares. Le mock numéro 4, donc c'est toujours sur l'estimation, mais à un niveau supérieur, un niveau d'expertise. Donc là, ça permet de. Donc ce mock traite de différents modèles, hein, fiabilité, dégradation, accélération, maintenance, etc., etc. Il porte également sur la théorie des valeurs extrêmes, donc qui consiste à modéliser des queues de distribution, hein, donc des cas extrêmes, hein, des cas rares, hein, par exemple le dépassement d'un certain niveau de crue, par exemple centenaire, quelle est la probabilité que ça dépasse la GDI, par exemple. Ensuite, les méthodes bayésiennes, donc, qui permettent de mélanger des connaissances a priori avec du retour d'expérience, avec des essais ou avec des observations. Le mock numéro 6, c'est un mock qui porte sur la modélisation et l'évaluation des systèmes, hein, par différentes techniques, donc le diagramme de fiabilité, arbre de faute, technique markovienne, simulation à état, hein, par les réseaux de Petri ou par d'autres techniques comme la modélisation récursive. Enfin, l'optimisation probabiliste, hein, qui porte sur l'optimisation des systèmes, les plans d'expérience, l'optimisation des essais. Alors également, en document de référence, on peut vous proposer la fiabilité aujourd'hui. Donc ça c'est un encyclopédie de la sûreté de fonctionnement, donc, que l'on vient de sortir, hein, sur la sûreté de fonctionnement et l'optimisation des systèmes. Hein, et sachant que cet ouvrage est disponible dans notre boutique en ligne ou dans les librairies spécialisées. Voici, si vous avez des questions.